Pour découvrir la truffe du Piémont, la blanche, nous avons suivi un guide. Pas n'importe lequel, un chevalier certes à pied, mais qui ne manque pas de panache. Roberto Caponi, italo-lausannois, chevalier de la truffe et des vins d'Alba, intronisé ici au château de Grinzane-Cavour en 2004. La passion s'est transformée en métier. Le chevalier est aussi commerçant. Il vante et vend la truffe aux grandes tables de Suisse romande ainsi qu'à des particuliers connaisseurs et argentés. Ce matin, sur les hauteurs d'une des nombreuses collines de la région des Langhe et du Roero, Roberto a rendez-vous avec un truffalao, un chercheur de truffes, et ses fins limiers, Penny et Toyo. Ciao Gianni. Ciao. Come va? Bene. Bene, E tu? che si dice? Bella giornata oggi. Sì. Penny. Objectif de la rencontre, traquer la fameuse Tuber magnatum pico, la plus chère des truffes, la reine blanche, rarissime cette année. Ok. Va bene. Dove ci Tu nous emmènes où? Di là. Sur la colline, là-bas. Perfetto. Parfait. Andiamo allora. Andiamo. Le lieu exact du rendez-vous restera secret. Boh, adesso lasciamo i cani Ok. e vediamo se ne hanno voglia. Dai. Dai. C'è? C'è? Brava, dai, dai. C'è? C'è? Prendilo, dai, lesta. Dai, lesta. Prendilo. Su, voilà. Eccolo qua. Première truffe de la matinée, 1 heure de recherche, elle est noire. Poco profumato, quasi niente. Non sa di niente. Si vede che... La couleur de la déception en terre piémontaise, une expérience qui va se renouveler à 2 reprises durant toute cette matinée de chasse. C'è? Lì? Prendila, prendila. Bravo, dai. La faute à la météo, cette année le ciel n'a vraiment pas gâté l'exigeante truffe blanche. Ah, Sempre un bravo. altro nero. Ah. Ah, sì, è un'annata Ah oui, veramente brutta. c'est une année vraiment très très dure. Cette année, il y en a vraiment très peu. Elles sont petites et peu parfumées. C'est dû à la grande sécheresse. Pour la truffe, qui est un champignon hypogée, qui pousse sous la terre, l'eau est essentielle pour qu'elle naisse et qu'elle grandisse. La truffe noire ressent moins la sécheresse que la truffe blanche. La blanche est beaucoup plus délicate. C'est une grande année pour la vigne, mais une mauvaise année pour la truffe et pour les champignons. Brava, dai. Giù, dai. Après des heures de marche en lisière de forêt, enfin une truffe blanche. Une dizaine de grammes et ce sera tout. Ah, ecco. Ah, bello. Sì, è piccolino. Elle est toute petite, mais pour cette année, on va s'en contenter. Ah si. Dai, ciccia, vai, basta. C'est clair que là, on est en train de vivre peut-être une des pires années de récolte de truffes à cause de la sécheresse. Donc là, il pleut pas. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée de nouveau. C'est bien pour nous parce qu'on a chaud, il y a le soleil, mais c'est pas bien pour la truffe. Roberto, l'année dernière, vous vendiez par semaine combien de kilos et cette année, vous en vendez combien? Ça, c'est une belle question. On va dire que l'année passée, je vendais beaucoup plus que cette année, et 80% de plus de ce qu'on a cette année, quoi. Beaucoup moins de truffes, donc des truffes beaucoup plus chères. Est-ce qu'on arrive encore à expliquer le prix à des clients potentiels? Et les gens qui adorent la truffe, et bien évidemment qui ont les moyens de se la payer, parce que là, on est vraiment en train d'aller dans des prix qui sont très très élevés, ils la veulent quand même. Donc moi, j'ai pas assez de truffes pour les clients qui me la demandent, Malgré le prix. malgré le prix. Ouais. L'année dernière, la blanche d'Alba se vendait à 4 000 francs le kilo. Le prix de ce petit luxe se négocie cette saison autour des 6 000 francs le kilo et peut même grimper jusqu'à 9 000 pour les plus belles pièces. Un paradoxe pour ce champignon souterrain dont l'allure est celle d'un rustique tubercule. Ma qui, tartufo. Ici, la truffe était considérée comme la patate du pauvre. Qui, la gente Parce qu'ici, les gens travaillaient comme métayers dans les campagnes, parce que les plus belles terres appartenaient aux petits seigneurs de la région. En travaillant la campagne, ils se serraient la ceinture et mangeaient peu.
Alors le soir, en rentrant à la maison, ils allaient faire un tour aux truffes. Il suffisait de tourner autour de la maison et après quelques pas, ils trouvaient des truffes. De retour à la maison, il y avait la fameuse bagna cauda qui était cuite sur le feu. Une sauce avec de l'ail, de l'huile et un filet d'anchois. Ils coupaient une truffe blanche sur la bagna cauda et on disait que c'était nutritif et aphrodisiaque. C'est vrai ça? Ça ne doit pas être vraiment la vérité, car nutritif, je ne vois pas comment c'est possible, et aphrodisiaque non plus, puisque 70% c'est de l'eau. Une eau très chère, mais c'est de l'eau. Et pour la petite histoire, Gianni ne trouve pas la truffe à son goût, il n'en mange jamais. Ciao Roberto. Buongiorno. Bene, tu? Roberto ne va pas systématiquement à la truffe. Elle vient aussi jusqu'à lui, à Lausanne, par l'intermédiaire du discret Enrico. Enrico, grossiste en truffes blanches, qu'il achète auprès de centaines de truffalao, de chercheurs de truffes piémontais. Bellissimo, veramente. Porca miseria. Roberto n'a plus qu'à faire son choix, du regard, au toucher et avec le nez. C'est incroyable ce parfum qui va direct au cerveau, quoi. C'est... Je sais pas, c'est vrai que souvent quand on pose la question à quelqu'un qui connaît pas très bien la truffe et vous lui demandez « ça te fait quoi? Tu sens quoi ?» Des fois on n'a pas la réponse. Mais par contre ça crée des émotions. C'est quelque chose qui crée des émotions. Ça chatouille à quelque part, ça fait du bien. Il y a plusieurs essences d'arbres donc qui cohabitent en symbiose avec la truffe. Et ça, on peut le reconnaître? Écoutez, un nez expert, je pense qu'il peut faire la différence. Pas sur toutes les truffes, mais sur quelques-unes qui a des caractéristiques qui sont un petit peu plus saillantes que les autres, quoi. On y va? On y va. Voilà. Alors, vous pouvez pas sentir, mais bon, ça pour moi c'est une truffe de chêne noir. Pourquoi? Parce qu'elle a un nez un peu tannique, comme ça, comme le bois, en fait. Quand on coupe le bois, on sent un peu les tanins. Et sur celle-ci, voilà, là, on pourrait être sur un tilleul. Donc un tilleul, c'est très parfumé, c'est élégant, c'est fin, c'est harmonieux. Voilà. Questo lo rimetto qua. 1025, mi piace di più. Abbiamo aumentato. Ok, basta così? Sì, a posto. On parle pas de prix? Entre nous, le prix, il n'y a pas besoin. Ça fait très longtemps qu'on travaille ensemble, donc il y a une confiance qui s'est instaurée. Son prix, c'est le mien. Donc j'achète au prix qu'il me dit. Voilà, c'est comme ça. Un secret? C'est pas un secret, mais je préfère ne pas le dévoiler. Ok. Allora, bella, Enrico, grazie. Sì. Bella roba, molto bella. Enrico, durant la saison de la truffe blanche, d'octobre à fin décembre, traversera plusieurs fois les Alpes, du Piémont à Lausanne, avec sa précieuse et discrète livraison. Bonsoir Carlo Crisci. Bonsoir. Toutes ces truffes blanches comme ça, est-ce que ça vous met l'eau à la bouche? Ah, ça fait envie, oui. C'est vrai que les voir comme ça, on se réjouit. Merci beaucoup d'être avec nous, Carlo Crisci. Vous êtes l'un des grands chefs de Suisse romande, 2 étoiles Michelin. Vous avez été patron du Cerf à Cossonay pendant près de 40 ans. Le goût de la truffe blanche, comment est-ce que vous pourriez nous le décrire? Je dirais que c'est un goût très... C'est d'abord des odeurs très enivrantes. Et c'est vrai que ça dépend des truffes, hein. On a des teintes boisées, des teintes qui vont même jusqu'à l'ail. Enfin, c'est très riche comme saveur. C'est difficile à... Mais en tout cas, c'est très enivrant, on va dire. C'est un produit tout à fait exceptionnel, mais quand même, est-ce que ça vaut 6 000 francs le kilo? C'est vrai qu'il y a un prix au-delà duquel, personnellement, moi, je ne vais pas. C'est quoi, vous, le maximum? On va dire que moi, 4 000, au-dessus, j'arrête au niveau de la truffe blanche. Voilà. Je pense que ça les vaut.
mais il ne faut pas aller au-delà. Voilà. Est-ce qu'on a la main qui tremble un tout petit peu, même quand on est un grand chef, au moment de couper? Non, pas du tout. Il ne faut surtout pas que la main tremble, parce qu'il faut qu'il y en ait de la truffe blanche. Par contre, à mon sens, il faudrait qu'elle soit toujours accompagnée par des produits pauvres, style pommes de terre, riz. L'erreur que peut-être on a faite, moi le premier, hein, c'est de la mettre par exemple avec des grenouilles, avec un autre produit cher, un autre produit d'exception. Donc je pense que c'est des produits qui doivent se traiter avec des produits simples. Pour valoriser sa saveur. Et ça les met en valeur, Oui. et en même temps c'est lui le roi de la fête. Et puis voilà. Est-ce que c'est vrai que la truffe, ça se mange toujours crue? Alors la truffe blanche, c'est vrai. La truffe noire, à mon sens, c'est à peu près la même chose. Moi, je n'aimais pas la truffe noire quand j'étais jeune. Et j'ai aimé la truffe noire lors d'un voyage avec les jeunes restaurateurs de l'époque en Provence, où j'ai mangé de la truffe crue noire sur place. Et là, je me suis dit, ben voilà, oui, ça, oui. Et pourquoi je l'ai cuite? Là, j'ai compris qu'il ne fallait pas la chauffer au-delà de, on va dire, 60, 70 degrés. Au-delà, elle commence à avoir des goûts un peu pétroleux. Enfin, moi, j'aime pas. Je préfère la truffe ou crue ou très peu chauffée. Ou très peu chauffée. De la truffe, il y en a un petit peu, hein, d'ailleurs, dans votre livre Carlo Crisci, Sans chichi, livre de cuisine végétarienne qui vient de paraître. Il y a quelques recettes où il y en a au marché. Ce qu'on va trouver, c'est avant tout de la truffe d'été. Ça, au niveau du goût, est-ce que ça vaut quelque chose? Alors, bien sûr que ça vaut quelque chose, mais c'est vrai que la truffe d'été, elle en a que le nom, à mon sens. Et ça, c'est mon avis personnel, hein, je ne critique pas. Mais c'est vrai que c'est trop cher pour un champignon, pour ce que c'est, à quelque part. C'est quand même autour des 150 francs, c'est beaucoup moins cher qu'une truffe noire. Mais à mon sens, je préfère une bonne poêlée de champignons sauvages. Hein. J'ai plus de plaisir avec une amanite César, des petits cèpes. Pour moi, c'est un nom qui est presque... Ça ne devrait pas s'appeler truffe, en fin de compte. Vous conseillez peut-être plutôt d'aller vers la truffe noire. Noire. La truffe noire, elle est très largement cultivée, hein, celle qu'on trouve sur le marché. Le goût de la truffe de culture, est-ce qu'il égale celui de la truffe sauvage? Ouais, je pense que les 3/4, c'est de la truffe de culture. Ça a été, les chênes ont été plantés, j'entends, voilà. Et je pense que ça dépend tout un peu des provenances, j'ai l'impression, et du terroir. La truffe de Provence, du Périgord, voire d'Espagne est très bonne, au niveau de la truffe noire. Et puis, la truffe blanche, je veux dire, l'Italie du Nord, il n'y a pas de souci, hein, c'est ce qu'il y a de mieux. Merci beaucoup, Carlo Crisci, pour votre expertise. Merci à vous. Très belle soirée à vous. C'est gentil. Et on va précisément parler de trufficulture maintenant. Notre équipe s'est rendue en France, dans la région de Gap, chez l'un des leaders de la mycorhisation. C'est cette technique qui permet en quelque sorte d'ensemencer des racines d'arbres pour pouvoir cultiver ce champignon. La technique est maîtrisée pour la truffe noire, mais 2021 est une année historique puisque pour la première fois, ces spécialistes ont réussi à faire pousser de la truffe blanche. Dans cette serre qui est une pouponnière en fait, de jeunes arbres truffiers, on élève plusieurs dizaines de milliers de plants mycorhizés avec la truffe, mais avec différentes espèces de truffes. Donc on produit des plants de différentes espèces. Ici on voit des charmes, charmilles communes. Ici on a des chênes pubescents, ici des noisetiers communs. Donc toutes ces essences sont potentiellement capables d'être mycorhizées avec le champignon de la truffe, mais pas de la truffe, des truffes. La truffe noire du Périgord, Tuber melanosporum, qui est la plus connue. Tuber uncinatum, qui est la truffe de Bourgogne. Tuber aestivum, qui est la truffe d'été. La truffe la plus utilisée par les industriels car la moins chère. Et Tuber magnatum pico, la truffe blanche d'Italie, la fameuse truffe la plus prestigieuse et l'impératrice des truffes, on peut dire. Dans cette pouponnière, les jeunes arbres mycorhizés ont moins d'une année. Tout commence ici, avec un gland, une graine, une faine, ça dépend de l'espèce d'arbre qu'on va semer. Et de l'autre côté, des spores de truffe, qui est en quelque sorte la semence de truffe. Au bout de combien de temps est-ce que j'ai des chances de récolter des truffes et en quelle quantité? Les premières truffes apparaissent en général entre 4 et 8 ans. C'est la période moyenne à partir de laquelle on peut commencer à espérer des truffes, sachant que ce n'est pas uniforme et tous les arbres d'une même plantation ne vont pas forcément produire la même année. Donc vous ne garantissez pas de rendement? On ne peut pas garantir de rendement puisque la quantité produite dépend beaucoup aussi du potentiel du sol. Sans compter le soin, le travail apporté à la plantation, parce qu'une truffière, c'est une vraie culture.
Dans cette petite entreprise familiale de Saint-Laurent-du-Cros, dans les Hautes-Alpes, on cultive l'esprit d'innovation depuis 1948. Cette année, première mondiale. Après 20 ans de recherche et des centaines de milliers de francs d'investissement, les premières truffes blanches de culture viennent d'être récoltées. Quelque part en France, hors de leur zone d'origine, grâce à des arbres mycorhizés, il y a plus de 6 ans dans le laboratoire de la pépinière. Impossible d'obtenir l'adresse. Donc pour la production de nos plants mycorhizés, nous avons besoin de truffes, de belles truffes. Donc là, on a des belles magnatomes, truffes blanches du Piémont. Donc là, sur chacune des truffes, on va prélever une petite partie de la chair de la truffe pour pouvoir observer les spores. L'idée, c'est d'identifier déjà clairement la truffe qu'on va utiliser. Voilà. Et après, le processus va continuer. Vous souriez, mais moi j'ai envie de savoir, c'est quoi concrètement la mycorhisation? La mycorhisation, c'est la symbiose entre un arbre et un champignon. D'accord, ça c'est la théorie, mais en pratique, vous ne pouvez pas nous montrer comment vous êtes parvenu? Non, là c'est un procédé qui est confidentiel, donc on ne peut pas vous expliquer. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est comme vous aviez une grande expérience par rapport à la truffe noire, pourquoi ça a mis autant de temps finalement pour arriver à mycorhiser des arbres avec de la truffe blanche? La truffe blanche est une truffe un peu exceptionnelle. Elle forme très très peu de mycorhizes par rapport aux autres truffes. Les caractéristiques et les paramètres, on va dire physico-chimiques, qui sont nécessaires pour obtenir des plants mycorhizés avec cette truffe sont assez complexes. Et on a été obligé de faire des tas d'analyses, des plans d'expérience pour arriver à maîtriser cette mycorhisation. Vous êtes fier d'être parvenu à mycorhiser des arbres avec de la truffe blanche? Oui, c'était un challenge. On s'était fixé un gros challenge. Et c'est vrai, on a été assez fiers d'y arriver déjà. Et après, le deuxième challenge, c'était que des clients nous fassent confiance, acceptent de planter des plants, alors que la communauté scientifique, la communauté des trufficulteurs ne croyait absolument pas qu'on arrive un jour à domestiquer cette truffe. 2 fois par an, un spécialiste de l'INRAE, l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, vient contrôler la production des arbrisseaux mycorhizés à la truffe blanche. Ce jour-là, 800 plants vont passer au microscope. La petite aiguille sert pour nous d'identifier l'endroit où on va échantillonner. Alors qu'est-ce qu'on observe? Ici, vous avez un chêne. Sur ce chêne-là, vous avez le système racinaire, les racines. Et sur ces racines est venu s'associer un champignon qui est la truffe blanche. Cette association s'appelle une mycorhize, c'est-à-dire que le champignon va s'enrouler autour de la racine comme une chaussette autour du pied. Donc là, sur cette image, vous voyez les racines du chêne. Ici, vous avez une petite racine latérale fine où le champignon n'est pas installé. Par contre, ici, vous avez une racine beaucoup plus grosse, beaucoup plus gonflée. Là, c'est la symbiose entre la truffe blanche et le chêne. Donc c'est ça en fait qu'on recherche et c'est ça qu'on va prélever pour faire une analyse ADN. Cette analyse ADN est une garantie pour le futur acheteur que la truffe blanche est bien là, au stade embryonnaire. Cette année, l'embryon a donc fructifié pour la première fois. 1 kilo de truffe blanche a été récolté au pied de 25 arbres mycorhizés de la truffière ultra secrète. Aujourd'hui, avec cette première mondiale, on peut prouver à nos futurs clients que ça marche. C'est aussi une satisfaction et un soulagement pour le monde de la trufficulture, car on se trouve aujourd'hui avec la truffe blanche sur une situation où la truffe blanche est en train de disparaître. Si la production en truffière fonctionne, ça donne un espoir de stabiliser et de retrouver un jour une production en truffe blanche, ce qui était inespéré il y a encore 2 ou 3 ans. Et cet espoir fait écho en terre piémontaise où la truffe blanche perd du terrain à cause du changement climatique, mais aussi de l'intensification des cultures.
Certainement que ça serait intéressant si on pouvait planter des arbres à truffes blanches. Parce que les zones à truffes blanches, les meilleures sont ici. Je te parle de ma zone, que je connais très bien. Mais nous sommes en train de les perdre. Parce que les plus belles zones à truffes sont transformées en vignobles, en champs de noisetiers, comme vous pouvez le voir. Et malheureusement, le problème devient assez sérieux parce que les coins diminuent. Alors oui, si la truffe blanche venait à être cultivée avec une certaine, disons, une certaine intensité, oui, ce serait bien. En termes de marché, ça serait pas du tout une bonne nouvelle. Je ne suis pas sûr, parce que nous, on n'a jamais assez de truffes, en fait. C'est le constat qu'on doit faire. Et puis c'est vrai que des fois, la truffe est tellement chère que c'est compliqué d'expliquer ces choses-là. Donc, je pense que ça serait mieux pour tout le monde, d'avoir des prix plus raisonnables, d'avoir plus de quantité, et la qualité, naturellement. Là, on ne discute pas de ça. Alors pour la quantité, il faudra des décennies avant que la culture de la truffe blanche rivalise avec celle de la truffe noire. 90% des truffes de Bourgogne et du Périgord commercialisées dans le monde ne sont plus sauvages. En attendant, vous ne le savez peut-être pas, mais de la truffe blanche sauvage a été découverte à Genève en 2012. Alors Dieu sait comment elle est arrivée là, mais enfin plusieurs spécimens, comme celui que vous voyez derrière moi, ont été trouvés depuis par un chien au pied d'un arbre dont le lieu est évidemment tenu secret. Mais retour à la culture, il faut donc de la patience avant de voir les premières truffes pousser au pied des arbres mycorhizés, de la patience, du savoir-faire aussi, c'est ce que vous allez voir avec le prochain reportage, tourné cette fois dans la région, chez un agriculteur qui a dû attendre 10 ans avant de récolter sa première petite pépite. C'est bien ça. Elle est belle. Nickel, c'est le nom de ce chien truffier, mais aussi le maître mot pour caractériser cette truffière du pied du Jura. Une truffière plantée avec 900 plants mycorhizés à la truffe de Bourgogne de la pépinière Robin. La plantation reproduit le milieu naturel avec plusieurs essences d'arbres, des charmes, des chênes et des noisetiers qui s'entremêlent sur 1 hectare. Allez, job. Après 10 ans infructueux, c'est enfin la première récolte de Magnatum uncinatum, la noire de Bourgogne. Oui, c'est la première année qu'on récolte. C'est vraiment, j'aime pas dire ça, mais c'est un peu un cadeau du ciel, quoi. Non, c'est vraiment la première année et puis sincèrement, j'y croyais plus vraiment. J'ai eu de la chance de rencontrer Mathieu. Puis tout d'un coup, Nickel nous a sorti la première truffe. Et moi, c'était les larmes aux yeux. Ce que je vais rajouter, c'est que l'année passée, j'étais déjà venu avec le chien plusieurs fois. Pas une pioche, pas de truffe. Donc c'est clair qu'il y avait un sentiment de déception. On a travaillé et puis voilà, cette année, ça porte ses fruits. La récompense est là. On dit toujours que c'est entre 7 et 10 ans. Et puis moi, depuis 7 ans, j'y croyais plus vraiment. Puis là, voilà, c'est parti. Allez, nickel. C'est parti grâce à la rencontre l'année dernière entre ce chercheur passionné de truffes sauvages, un caveur dans le jargon truffier, et cet agriculteur en plein doute. On a une là. Chaque fois que je passais à côté de cette truffière, je me disais, oh nom de bleu, là il y a du potentiel, j'aimerais bien une fois pouvoir venir carver avec mon chien. Je lui ai téléphoné et puis je dirais le feeling a tout de suite bien passé. Bon, il m'a expliqué que sa chienne n'était pas très performante et puis moi je lui ai proposé mes services. Il m'a dit, mais il faudrait plus l'aérer ton verger parce que il a aussi le recul du milieu naturel, donc c'est pas seulement la tête par terre, c'est aussi la tête en l'air, voir un petit peu ce qui se passe, et la pénétration de la lumière qui est importante. Et puis, un bon chien, et voilà, ça porte ses fruits. Je crois qu'il y a Nickel qui est en train de trouver une truffe. Hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose. Ouais. Alors non, là, c'est plutôt le mulot, les campagnols. Ça ma chienne Mirza, elle arrive aussi. L'esprit léger du jour fait un peu oublier le poids de l'investissement nécessaire à une truffière. 40 000 francs ici, à Cuarnon, sans compter les heures de travail. La trufficulture, ce n'est pas se contenter de regarder les arbres pousser. Il y a quand même un énorme travail d'entretien, ce que j'avais
totalement sous-estimé. Donc il y a un travail au niveau du terroir, du terrain, de la fauche, de la taille des arbres, et vraiment beaucoup d'entretien sur une truffière. Et là, on peut commencer à estimer s'il y a un potentiel de récolte. Stop. Ah, qu'est-ce que c'est? Mais oui. Oh la regarde. patate. Oh là 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 là. Une truffe de Bourgogne, 114 grammes, la plus grosse trouvée depuis le début de la récolte en octobre, par Nickel, le chien furtif. Son prix, 700 francs le kilo. Alors les débouchés, j'ai eu largement le temps d'y réfléchir en disant quand même, voilà, j'ai des amis fromagers qui sont intéressés justement à faire des fromages à la truffe, j'ai un ami boulanger, autrement dans la restauration, je crois que les débouchés, il y a vraiment zéro problème. En un mois, Mathieu et son chien ont cavé 2 kilos de truffes de Bourgogne. Un bon début, mais c'est encore loin des 30 à 40 kilos de rendement à l'hectare espérés annuellement pour envisager un retour sur investissement. Si j'avais fait une culture de blé, orge ou colza, peut-être ça me rapporterait sur un hectare 2 000 francs par année, donc x 10, 20 000 francs. Donc maintenant, il faudra plusieurs années pour compenser la perte sèche sur cette parcelle. Tu viens là. Mirza, viens. Stop. Mirza, stop. J'ai vu ta rue. Elle est là. Stop. Voilà. En même temps, si Mirza s'y met aussi, tous les espoirs sont permis. Elle a trouvé sa première truffe. Mais t'as vu un peu là. Voilà. Bravo. La truffe, rare dans les champs donc, mais paradoxalement très courante dans les produits que l'on trouve en supermarché, du moins sur leurs étiquettes. Du fromage, du riz, des sauces, tout ça prétendument à la truffe. Alors qu'y a-t-il réellement dans ces produits? On en parle avec vous, Stéphane Fontanet. Bonsoir. Bonsoir Linda. Mais d'abord, un petit récapitulatif sur les différentes sortes de truffes. C'est très utile pour choisir le bon produit. C'est important, en effet. Il y a truffe et truffe, hein. Toutes ne se valent pas. Il y a la truffe du Périgord, une des toutes bonnes, hein, la Tuber melanosporum. En latin, parce que c'est comme ça que c'est écrit sur les étiquettes. Tout à fait, ça permet de ne pas se tromper. On a aussi la truffe blanche du Piémont, hein, Tuber magnatum, ce sont les truffes les plus, on va dire, les plus recherchées. Puis ensuite, on a la Tuber estivum, la truffe d'été, celle qu'on trouve le plus dans les produits, en tout cas qu'on a achetés, qui est très, très souvent accompagnée d'arômes, il faut le préciser. Alors justement, ces produits, combien est-ce que vous en avez fait analyser? On en a fait analyser 17 et on les a achetés dans les grandes surfaces en général. Nous sommes allés voir Jean-Pierre Pfound, contrôleur des denrées alimentaires et spécialiste des champignons. Il nous explique comment ils ont procédé à ces analyses. Pour faire l'espèce de truffe, on nous donne un échantillon comme ça. Moutarde à la truffe d'hiver, 5%. Et nous, on va aller rechercher dans cette moutarde-là ce qui pourrait être des truffes afin de les voir sous le microscope. Là, j'ai un morceau qui ressemble à de la truffe. Je vais l'écraser pour libérer toutes les spores, afin que ça soit visible plus tard. Parce que les spores, c'est vraiment ce qui permet de distinguer les différentes espèces. C'est une analyse simple, mais on peut déjà beaucoup travailler avec. Et donc, verdict, qu'est-ce que vous voyez? C'est bien de la Tuber estivum, on voit tout de suite les spores. J'ai eu de la chance cette fois, parce que des fois c'est d'autres choses. Là, c'est tout de suite révélé de la Tuber estivum. Donc la truffe d'été. La truffe d'été, effectivement. Ouais. Quelle quantité de truffe est-ce qu'il doit y avoir dans un produit pour qu'on ait le droit d'écrire dessus qu'il est à la truffe? C'est difficile de répondre à cette question, puisque avec 0,1% de truffe dans un produit, vous avez déjà le droit de l'appeler truffé. La seule chose que vous devez faire, c'est d'indiquer le pourcentage de truffe que vous devez avoir dans le produit, ceci jusqu'à 3% de truffe. Au-delà de 3% de truffe dans le produit, vous n'avez pas besoin de mettre le pourcentage. 0,1 g sur 100 g, c'est vraiment des quantités infinitésimales. Est-ce que la loi, elle a toujours été comme ça? Non, elle a changé il n'y a pas longtemps. Avant, c'était entre 1 et 3%. Mais 0,1%, ce n'était pas possible. Donc en clair, les exigences au niveau de la quantité de truffes qu'il faut avoir dans ces produits, elles ont baissé. Oui, nettement. Dans beaucoup de ces produits, le goût est en quelque sorte dopé avec de l'huile aromatisée à la truffe. Qu'est-ce que c'est que cette huile?
Alors là, vous venez de citer quelque chose qui est juste, c'est de l'huile aromatisée à la truffe. Donc vous avez de l'huile, un arôme synthétique de truffe qui est mélangé et vous avez une huile qui a une forte odeur de truffe. Mais c'est pas de la vraie truffe. Mais ce n'est pas de la vraie truffe. L'huile de truffe, est-ce que ça existe? Essayez de presser une truffe comme ça et vous verrez si vous avez de l'huile ou pas. Non, ça n'existe pas, bien évidemment. Ce n'est pas un oléagineux. Stéphane, dans le détail, maintenant, on commence avec les produits qui ne posent pas de problème au regard de la législation. Oui, alors ces 8 produits-là sont conformes. Tuber estivum, la truffe d'été à l'intérieur, et tous contiennent des arômes, que ce soit des arômes de truffe ou des arômes tout court. Ouais, donc on a là de la fondue, du tofu, de la polenta. Et puis après, on a 4 produits également conformes avec une truffe plus savoureuse. Alors une truffe plus savoureuse, c'est de la Tuber melanosporum dans ces 4 produits qui sont ici. La différence entre ces deux-là et ces deux-là, c'est que ces deux-là contiennent des arômes, alors que ces deux-là sont vraiment uniquement à la truffe. Ouais, donc, en classe, ça veut dire qu'il n'y a que ces 2 produits dans lesquels on va avoir un goût, un vrai goût de truffe, oui. qui n'est pas dopé artificiellement avec des arômes. En termes de proportion de truffe, on se situe où? Sur l'ensemble de ces produits, ou presque, on a entre 1 et 5% de truffe. Ça dit encore rien de la qualité de la truffe qui est à l'intérieur du produit, bien sûr. Et puis, on a un produit qui contient, celui-ci là devant, qui contient 71% de purée de truffe. Alors là, le pot, l'emballage est tout petit, mais au kilo, c'est quand même presque 400 francs. Oui, c'est pas loin du prix de la vraie, de la fraîche. Vous avez aussi trouvé 5 produits avec des indications trompeuses. D'abord, des erreurs sur les variétés de truffes. Oui, c'est le cas, par exemple, pour ce fromage Moser Truffel. Il est indiqué dans la liste des ingrédients que c'est de la truffe noire. Ben non, c'est de la truffe d'été qui est bien moins chère. Dénomination incorrecte aussi pour ces pâtes fourrées à la truffe. Il s'agit aussi de truffe d'été et pas de truffe blanche d'été, comme c'est marqué sur l'emballage. La truffe blanche étant beaucoup plus chère. Il y a aussi le problème de la pseudo-huile de truffe. Oui, l'huile de truffe, ça n'existe pas. C'est de l'huile à l'arôme de truffe, et on en a trouvé dans ce fromage artisanal de la Venoge qui contient aussi une variété de truffes qui n'est pas identifiée clairement au niveau de la liste des ingrédients. C'est aussi le cas pour cette viande séchée des grisons avec une soi-disant huile à la truffe, et donc ces produits sont non conformes. Et puis alors, c'est quoi cette bouteille d'huile de truffe, pas de truffe? C'est une bouteille d'huile d'olive. Et puis, on a rajouté dans cette huile d'olive de l'arôme de truffe. Donc, c'est un produit non conforme. Stéphane, comment réagissent les magasins qui ont vendu ces produits? Alors, du côté de la Migros, on va faire le nécessaire pour faire corriger l'étiquetage auprès des fabricants. Chez Allegro, les produits ont été retirés et les étiquetages vont aussi être changés. Et puis, du côté de la fromagerie Bory, qui faisait cette tome de la Venoge, ils ont tout de suite corrigé les appellations dans la liste des ingrédients. Merci beaucoup pour vos explications, Stéphane. On aura le plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Et les résultats de ce test, comme les prix d'ailleurs de ces produits, sont disponibles sur notre site abe.ch. Et si vous en avez marre des produits à la pseudo-truffe et que vous craquez pour une vraie, eh bien c'est utile de savoir comment en tirer le plus de saveur possible. Quelques conseils avant de refermer ce chapitre. Aujourd'hui, on va faire un petit exercice, ça va être un peu plus difficile pour moi. On va faire l'œuf, comme on dit en italien, à l'occhio di bue. L'occhio di bue, c'est l'œil de bœuf en français. Voilà. Alors voilà, maintenant on va râper la truffe. Alors ça c'est... À la dégustation, moi je mets environ 3 grammes. Et à 7 francs le gramme, c'est 21 francs dans l'assiette. Toujours un petit peu de sel sur les lamelles de truffe. C'est très important parce que le sel, c'est un exhausteur de goût. Voilà. Merci. Le chevalier de l'ordre de la truffe blanche et des vins d'Alba s'accommode parfaitement de la beaucoup plus accessible truffe noire. Ça, c'est la truffe de Bourgogne. C'est la Tuber uncinatum qu'on trouve en automne, presque en même temps, à la même période que la truffe blanche. Suivant comment on la prépare, elle est très bonne. C'est comme dans les champignons, vous n'avez pas que les morilles. Il y a aussi les champignons de Paris, les chanterelles, les bolets. C'est un très bon champignon.
on va la couper, on va voir l'intérieur. Voilà, c'est une très belle truffe. Quand on goûte cette truffe, au début, on a cette impression de sous-bois, et à la fin, en fait, à l'arrière-goût, c'est la noisette. Donc c'est une truffe qu'on fait, par exemple, moi, avec une truffe comme ça, je ferais un carpaccio de truffe. Là, vous avez environ, je dirais, 1 gramme et demi de truffe. Vous pouvez disposer les lamelles comme ça sur l'assiette, avec un petit peu d'huile d'olive, comme ça, sur les lamelles. Un petit peu de sel. Ouais, c'est magnifique. Je pense que c'est une des meilleures truffes que j'ai goûtées cette année de Suisse. Et puis là, en faisant un petit carpaccio comme ça, vous avez peut-être 15 grammes de truffes. À un prix moyen de 70 centimes le gramme, vous en sortez avec 10 francs. 10 francs, 11 francs. C'est parfait. Et vous mangez de la bonne truffe. Voilà. J'ai investi dans une truffe. Alors évidemment, j'aimerais bien l'optimiser, vu le prix. C'est une des meilleures astuces, c'est de laisser en fait les œufs avec la truffe dans un Tupperware. On la met dans un bout de papier et puis après, on va mettre les œufs là-dedans en fermant bien le Tupperware au frigo. Donc la truffe elle se conserve entre 2 et 4 degrés Celsius. Et là, on va la garder 48 heures avec les œufs. Donc l'œuf, comme il a une coquille poreuse, il va absorber les parfums de la truffe. Et puis après, vous pouvez faire une brouillade d'œufs, vous pouvez faire un œuf à la coque, et voilà. J'en ai marre d'acheter de l'huile de truffe, parce que très souvent, ce sont des arômes artificiels de truffe. Comment je fais une huile de truffe avec une truffe? Vous pouvez prendre un petit bocal d'huile pas trop forte, en général de l'huile de tournesol, et vous allez plonger la truffe immergée dans l'huile. Après, on conserve le bocal 48 heures au frigo. Donc ça vous fait déjà 4 jours. Donc 2 jours avec les œufs, 2 jours avec l'huile. Vous sortez la truffe, vous l'essuyez et vous pouvez la manger après avec les pâtes, les risottos ou alors avec les œufs. Et vous aurez une huile en fait que vous conserverez au frigo. Pendant 4 ou 5 jours, vous allez avoir une huile aromatisée à la truffe, sans ajouter rien du tout. Et donc, de l'huile de truffe maison, ça existe. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Pour une prochaine émission sur les cyber-risques, notre équipe recherche des témoignages. Vous avez été victime de piratage ou de chantage à la suite d'une cyberattaque. Vous avez décidé de contracter une assurance contre le cyber-risque. Votre histoire nous intéresse. Écrivez-nous abe@rts.ch. Et pour terminer cette émission, la finale de notre concours C'est ballot. Tout au long de l'année, vous nous avez envoyé des exemples de petites absurdités conso qui agacent. Nous vous en avons soumis quelques-unes pour lesquelles vous avez voté. Et ce soir, nous allons désigner le ballot d'or 2021. Oh, c'est ballot. Ah, c'est ballot. Oh, c'est ballot. Bonsoir Malik Meli. Bonsoir Linda. Alors d'abord, quels étaient les finalistes de ce concours? Alors, on avait 3 finalistes et les 3 nominations sont, comme on dit dans les festivals, la trottinette à 4 790 francs, excusez du peu, qui roule à 85 km/h, mais qui n'est même pas homologuée pour aller sur la voie publique. Les bonbonnes de crème suisse qui partent de Suisse et qui vont se faire mettre sous pression dans les bonbonnes dans plusieurs pays d'Europe avant de revenir en Suisse en camion. Et puis le 3e, c'est le thé du chalet. Alors un thé où sur l'étiquette, vous voyez des montagnes, un drapeau suisse, un petit chalet. Mais en réalité, les ingrédients viennent à peu près de tous les coins de la planète. Donc le public a pu voter jusqu'à vendredi dernier. And the winner is... The winner is, suspense, la crème voyageuse. La crème. C'est le ballot d'or 2021. C'est ces bonbonnes qu'on va mettre en pression en Italie ou en Belgique, qui font des centaines de kilomètres en camion dans un sens et dans l'autre. C'est le ballot d'or 2021. Ouais, c'est l'absurdité que le public a préférée. Et donc, voilà, le ballot d'or. Voilà.
Il est à l'envers, Il je est là. crois. Hop. Le Ballot d'Or 2021 qu'on remettra à Swiss Milk, la fêtière des producteurs de lait, puisque le problème est le même avec toutes les bonbonnes qu'on a pu trouver sur le marché suisse. Et puis on vous tiendra au courant, bien sûr, de leur réaction, s'il y en a une. Voilà. Alors, voilà, le Ballot d'Or 2021, c'est fini. On passe maintenant au Ballot d'Or 2022, parce qu'on va relancer le concours. Ouais. Et pour vous montrer, Linda, que ce n'est pas les absurdités qui manquent, on en trouve assez facilement, je vous ai concocté un petit menu à base de choses qui nous ont toutes été signalées par des téléspectateurs. Alors, c'est pas Carlo Crisci, hein, mais bon, merci quand même pour le geste. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, en entrée, vous avez 3 possibilités. Vous avez de la viande séchée à la fribourgeoise, du corned beef marque Simmental, et puis un saumon de Norvège. Et puis en plat principal, je vous ai mitonné une petite polenta tessinoise avec des champignons. Et je pense qu'il y a un piège, ou disons des pièges. Oui, il n'y a que des pièges en Ouais. fait. Hein. Parce que si on prend par exemple la viande séchée fribourgeoise, Oui. eh bien, en réalité, quand on regarde derrière, elle est produite en Suisse, mais aussi en Allemagne et en Autriche. Le saumon, il part de Norvège, mais avant d'arriver en Suisse, il est quand même conditionné en Pologne. Donc c'est 1600 Il a km. voyagé, Voilà, avant de 1600 revenir ici. km. Le Simmental, c'est encore mieux. Hein. Simmental, ça fait vraiment suisse. Ah bah, hein. Simmental, c'est comme une vallée du canton de Berne, disons. Voilà, sauf Ouais. que ce qu'il y a à l'intérieur, la viande vient du Brésil et c'est conditionné en Italie avant d'arriver chez nous. Et puis le plat principal, la polenta ticinese, et c'est écrit là, sauf que le maïs, il est autrichien. Et puis enfin, les champignons qui sont sur la polenta, Ouais. c'est des champignons de Paris. Oui, donc ils sont pas locaux, ils viennent de Paris. Enfin, Voilà. de France peut-être. Presque, ils viennent de Chine. Hein, c'est un produit chinois. Donc, au total, ce qu'on a là, ça a parcouru à peu près 23 000 C'est kilomètres. C'est assez spectaculaire, comme quoi certains manipulent vraiment sans vergogne notre appétit pour les produits locaux. Merci beaucoup, Malik. Merci. Excellente soirée à vous. Et les absurdités conso, eh bien, il y en a encore beaucoup, beaucoup d'autres. Continuez à nous les signaler. Pour ça, une seule adresse, abe@rts.ch.